Bonjour à tutti. Un homme a été placé en détention provisoire à Ajaccio pour détention de produits stupéfiants. Ce dernier avait été interpellé jeudi lors d'un contrôle routier. Un peu plus de 300 grammes de résine de cannabis avaient alors été saisis. Puis, un riverain a découvert, non loin du contrôle routier, un sac sur la voie publique contenant cette fois plus de 7 kilos de résine de cannabis. Une perquisition s'est ensuite déroulée au domicile de la personne suspectée. Du matériel de conditionnement ainsi que de l'argent liquide ont été découverts. Le suspect a donc été déféré devant le parquet samedi et a été placé en détention provisoire dans l'attente de son jugement devant le tribunal correctionnel d'Ajaccio. Ce sera le 3 janvier prochain. En politique, à Bastille, cela fait déjà quelques mois que la course de fond des municipales de 2026 a commencé. Giulia Morganti, principal opposant, mais également Sylvain Fanti et Filippo De Carlo ont exprimé leur volonté d'y aller. Ce dernier ayant déjà vu son union des droites imposée juste après son décollage. Autre prétendant annoncé, Jean Zuccarelli avec Hélène Salge et Jean-François Paoli. Il incarne la seule composante encore active du groupe d'opposition Unione. Depuis 2020, Jean-Sébastien de Casalt a démissionné pour mieux se défendre sur fond d'informations judiciaires relatives à l'entre-deux tours des municipales et Jean-Martin Mondoloni a fini par quasiment déserter le conseil municipal. Désormais seul ou presque, Jean Zuccarelli ne bride pas ses critiques envers l'actuelle majorité municipale. Projet du Ponte, tout à l'arrêt, étranglement du stationnement, quartier sud à l'abandon, bien encore des finances précaires sont pointées du doigt. Derrière cela, quelle stratégie pour Jean Zuccarelli qui depuis le début de sa carrière politique n'aura connu que des échecs sur son nom à Bastille comme au niveau national? On écoute Jean Zuccarelli. Nous avions dressé il y a quelques mois le bilan de 10 ans de mandature de l'équipe en place, faisant donc un constat extrêmement négatif par rapport au retard des projets, par rapport à l'état des finances, par rapport au déclin qui se confirme de notre ville. Et 6 mois après, nous voulions faire le point pour voir si cette situation avait évolué, s'il y avait l'amorce d'un redressement ou au contraire si les projets avaient continué de prendre du retard. Malheureusement, nous avons fait le constat, et ils sont nombreux, que la plupart des grands chantiers, on a parlé des parkings, on parle de l'îlot de la Poste, on a parlé du vieux port avec des constructions à l'arrêt, on a parlé des problématiques liées à la rénovation urbaine dans les quartiers sud et la découverte d'amiante, mais qui ne fait que encore allonger les délais de rénovation de ces bâtiments. Bref, sur tous les projets qui sont en cours aujourd'hui, de nouveaux retards et bien évidemment une municipalité dont ça n'est jamais la faute et la responsabilité. Donc nous voulions une nouvelle fois dénoncer cet état de fait et bien évidemment appeler la municipalité à réagir très rapidement dans cette fin de mandature qui est courte certes, mais sur laquelle elle doit encore agir. Vous avez été particulièrement dur sur le dossier des quartiers sud qui, selon vous, sont abandonnés par l'actuelle municipalité depuis plusieurs années, c'est ça? Il n'y a pas eu, selon vous, de projets ou de logements sociaux inaugurés? C'est un fait, c'est une triste constatation. Vous n'avez eu aucun nouveau logement social alors qu'il y a 1500 demandes en attente, donc en construction de manière générale sur Bastia, et en particulier dans les quartiers sud. Et en ce qui concerne la rénovation, nous venons de le dire, le chantier de rénovation dont la maquette était déjà arrêtée, elle avait déjà donné lieu à débat en 2019 et 2020, eh bien 5 ans après, rien n'a été fait. Aucune démolition n'a démarré alors qu'on avait fait partir les résidents. Et bien évidemment, on découvre qu'il y a de l'amiante à Loupine dans les constructions. Je parle de la Cité des Monts. Et bien évidemment, Cité des Monts, il y a 700 logements concernés, 130 qui devaient être détruits. Et effectivement, on se rend compte que 5 ans après, rien n'a bougé. Et donc, au total, si vous regardez depuis les inaugurations de l'Albor ou de la place Claude-Pape, ce qui avait été fait du square Mandela en fin de mandature 2014, depuis 10 ans, rien n'a été fait pour les quartiers sud. Rien. Ils ont été totalement délaissés à l'abandon. Nous avons, je dirais, assumé nos responsabilités d'élus d'opposition depuis le début de cette mandature. Nous nous sommes exprimés régulièrement pour alerter, pour dénoncer. Maintenant, nous arrivons à la fin de cette mandature et ce qui se profile, c'est effectivement la préparation des prochaines échéances, naturellement, parce que ce constat de dégradation extrême de notre ville appelle plus que jamais, plus encore qu'en 2020, un sursaut, une réaction et pour l'ensemble des groupes d'opposition, de pouvoir proposer une réelle alternative à la gestion actuelle, de manière à opérer ce redressement de la ville. Justement, par rapport aux élections à venir, quelles sont les leçons que vous tirez de l'état d'abandon, hormis votre groupe radical, le groupe Union, où vous êtes aujourd'hui quasiment les seuls à vous exprimer? Qu'est-ce que ça traduit des discussions qui pourraient avoir lieu dans le futur avec les composantes actuelles, mais aussi avec de futurs candidats comme Sylvain Fanti, par exemple? En tout cas, le groupe Union, il s'est exprimé plutôt par notre voix, je dirais la voix des
des élus radicaux, occasionnellement également par celle de Jean-Martin Mondelogne. Pour diverses raisons, tous les élus n'ont pas pu être présents dans ces dernières années, mais voilà, nous avons toujours essayé, nous, de nous exprimer, bien sûr, élus radicaux, mais avec la responsabilité de parler pour l'ensemble du groupe. Je crois surtout, vous parliez de Sylvain Fante, c'est qu'aujourd'hui, pour aborder ces prochaines échéances, il faut s'adresser à tous, sans exclusive, tous ceux qui ont manifesté un désir de s'investir pour la ville, bien évidemment, proches, je dirais, de projets que nous pourrions mener, parce qu'à la fin, il faut quand même se mettre d'accord sur un projet. On ne va pas reproduire 2014 avec des gens qui ne sont pas capables de gouverner ensemble, mais au contraire, d'avoir une certaine proximité et un travail en amont pour véritablement proposer un projet, je dirais, de redressement, mais aussi pour annoncer des jours meilleurs pour les Bastiais. Je pense qu'il faudrait travailler en tout cas dans cette direction-là. Je crois que les précédents scrutins nous ont enseigné que la division était source de défaite. Elle conduisait inévitablement à la défaite. Donc il faut venir avec un esprit d'ouverture, les uns et les autres. Et j'appelle l'ensemble des groupes et des personnalités. Nous avons commencé bien sûr des échanges, mais à entrer dans cette démarche avec nous pour effectivement construire cette union, je dirais la plus large dès le premier tour et bien évidemment pouvoir, dans une stratégie éventuellement d'élargissement au second tour, de pouvoir remporter cette victoire. Un dernier mot, il y a quelques jours aux États-Unis, on parlait de swing state. On a l'impression que le swing state des municipales 2026 à Bastia, ça risque d'être les quartiers sud avec un vote très très fort pour le RN lors des dernières législatives. Si jamais il y a un candidat du RN incarnant, entre guillemets, un peu plus en vision à Bastia, comme par exemple Filippo De Carlo qui est en train de discuter avec le RN, est-ce que ça pourrait changer les choses selon vous ? Alors Bastia, c'est déjà un peu le swing state de la région, si je peux dire, je crois. Mais ça, c'est pour 2028. En revanche, sur Bastia, oui, vous avez dit, ils ont été à l'abandon. Et moi, nous avons dit que quand on a vu les résultats des scrutins législatifs, il fallait s'interroger, ça nous interpellait sur les causes. Et qu'on ne pouvait pas toujours renvoyer ça aux responsabilités de l'État, mais bien des collectivités aussi qui parrainent leur part dans le quotidien de ces personnes qui ont manifesté un mal-être, notamment dans les quartiers sud, en s'exprimant pour le RN. Ces électeurs doivent revenir vers des partis de gouvernement, vers nos formations, en particulier la nôtre qui était très présente depuis longtemps dans ces quartiers. Voilà, mais à condition qu'il y ait une vraie offre, je dirais, de nature à les rassurer pour qu'ils reviennent. La semaine dernière, l'Observatoire Corse de la protection de l'enfance s'est réuni à Bastille à une thématique de plus en plus prégnante dans une Corse peu à peu rattrapée par des problèmes intrafamiliaux. En 2023, ce sont 931 informations préoccupantes qui sont parvenues aux services sociaux de la collectivité de Corse, dont la moitié pour des violences intrafamiliales. Des signalements qui proviennent surtout du parquet, de l'éducation nationale et de divers services sociaux et associations. Seulement 5% de ces signalements émanant de particuliers. 359 mineurs, dont 148 non accompagnés, sont pris en charge dans des structures d'accueil. Côté famille d'accueil, ce sont 148 mineurs et jeunes majeurs qui sont pris en charge. On écoute à ce sujet Bianca Fadzi, conseillère exécutive en charge de ces dossiers. Alors là, c'est plus qu'un bilan, si vous voulez, c'est le moyen de faire en fait correspondre tous les partenaires, puisqu'il fallait le réunir, c'est une obligation aussi. Et le bilan, on le connaît déjà, puisque ce sont nos services qui instruisent. C'est un bilan auquel on s'attendait, qui n'est pas beaucoup différent de celui de 2022. Sur les informations préoccupantes, alors ça, pour moi, c'est pas symbolique, parce que vous avez des informations préoccupantes qui arrivent pour tout et pour n'importe quoi aussi. Donc il faut effectivement avoir le tri. Comme ce sont la plupart du temps des appels anonymes, vous avez bien compris que ça incite aussi à avoir parfois une augmentation des informations préoccupantes qui ne sont pas toutes les informations qui sont dangereuses, voire même qui appellent une attention particulière. Mais pour autant, il faut les traiter, ce qui demande plus de travail aux services concernés. Mais ce ne veut pas dire que l'enfant soit en danger particulièrement. Après, je pense que c'est une bonne chose. Ça permet aussi d'avoir des alertes parfois sur des situations qui peuvent être très dégradées. Mais l'augmentation n'est pas significative au sens danger particulier pour l'enfant. Après, la prise en charge par les structures d'enfants et même au-delà de 0 à 21 ans augmente. Là, par contre, c'est peut-être plus palpable. Là aussi, l'impact de ce changement dans la société corse qui a longtemps été une société familiale mais où ça semble se perdre. Alors, à mon avis, la société corse n'était pas plus protégée que les autres.
Seulement, ça se savait moins. L'impact dont vous parlez, il faut que vous sachiez notamment, en Chismond par exemple, nous avons eu des familles en danger où il y avait des fratries importantes. Quand vous avez des placements demandés pour des fratries où il y a 5 enfants par exemple, vous comprenez bien que du coup ça augmente nos chiffres de manière assez conséquente. Et en général, on essaie d'avoir les enfants ensemble, au moins ne pas casser ce lien entre les fratries, parce que les enfants entre eux ils se protègent en fait, hein, donc c'est important de conserver ce lien familial, et c'est ce qui a augmenté aussi de manière assez importante les chiffres sur le Chismond, et notamment que nous n'avions pas en Poumont, puisque je vous répète, il y a eu 3 familles notamment avec 5 enfants, donc forcément ça vous fait une augmentation notable. Non, moi ce qui m'alerte plus, si vous voulez, c'est qu'il y a non seulement de l'enfance en danger, mais des addictions qui augmentent le danger sur ces enfants et qui augmentent la fragilité. Ça, c'est vraiment un élément à prendre en compte par rapport à il y a quelques années, où ça existait déjà, mais de façon quand même beaucoup moins importante. Alors vous avez raison quand vous dites la société corse, parce que c'est vrai que l'impact, et c'est comme tout le reste du monde, j'ai envie de vous dire, c'est que malheureusement, on a cette fracture entre ce qu'on pensait à une enfance protégée, qui ne l'est plus, et c'est pas forcément dans des familles défavorisées aussi, hein. Il faut l'avoir en tête, hein. Ça peut être aussi dans des familles que l'on signale comme bien pensantes, ou vous voyez, ce n'est pas uniquement sur ce qu'on entend, des familles où le niveau de vie, on va dire, pour parler de manière un petit peu plus factuelle, est défavorisé. Ça peut être aussi dans des familles que l'on considère bien sur la société. Les informations, avant d'être qualifiées de préoccupantes ou d'être classées sans suite, transitent par la cellule de recueil des informations préoccupantes de la collectivité de Corse, la CRIP. Celle-ci dispatche aux divers services sociaux l'examen de la situation avant d'en déterminer la suite, qui peut aussi bien être nulle que déboucher sur une intervention des services sociaux ou, pour les cas les plus graves, sur une transmission au parquet. On écoute à présent Yannick Millélire de la CRIP de Corse du Sud. Toutes les situations préoccupantes des mineurs de la région doivent converger vers la cellule de recueil des informations préoccupantes, qui est constituée de 2 antennes, une à Bastia, une à Ajaccio. Alors, les partenaires qui ont connaissance d'informations préoccupantes pour les mineurs doivent nous adresser un écrit dans lequel ils précisent les éléments qu'ils ont observés, entendus ou qui leur ont été rapportés pour le mineur en question. Ils peuvent aussi nous contacter par téléphone, ça n'engage à rien, simplement pour avis, pour conseil et afin de vérifier que la situation est une situation d'enfant en risque ou en danger et qu'elle doit faire l'objet d'une alerte auprès de la CRIP. Alors, c'est un terme très vaste, effectivement. Dès qu'un enfant se trouve dans une situation de risque, alors on analyse ça sur plusieurs domaines de la vie de l'enfant. Le risque peut porter sur le domaine de l'éducation, par exemple un enfant qui est absentéiste à l'école, peut porter sur le domaine de la santé, un défaut de soins, un enfant qui n'est pas pris en charge comme il le faudrait alors qu'il a des difficultés, des pathologies, sur le domaine de son développement aussi, sur le domaine de sa sécurité. Lorsque par exemple on nous signale que dans un appartement, ça c'est souvent le fait des appels anonymes, il y a des bagarres, des cris à toute heure du jour ou de la nuit, il y a donc un risque pour la sécurité de l'enfant. Voilà, ça ce sont des informations préoccupantes que l'on va enregistrer et que l'on va envoyer à des fins d'évaluation. Concrètement, lorsque cette évaluation a lieu, il y a plusieurs débouchés possibles. Quels sont-ils ces débouchés ? Alors, effectivement, il y a une évaluation qui est menée par les assistantes sociales et le personnel de PMI des pôles territoriaux sociaux qui dure un certain temps, 3 mois, le délai légal. Et à l'issue de cette évaluation, un rapport est produit qui vise justement à déterminer si vraiment il y a un risque ou un danger. En fonction du risque ou du danger, on va proposer la mesure qui paraît la plus adaptée. Cela peut être une mesure d'accompagnement administratif. Ça, c'est dans le cas où les parents sont conscients qu'il existe des difficultés et sont prêts, il faut leur accord, à être accompagnés par une mesure administrative. Dans les cas où il y a un risque ou un danger et où les parents
ne coopèrent pas, eh bien, il y aura un signalement qui sera fait auprès du parquet afin qu'il y ait une mesure en assistance éducative. Enfin, faut-il que le parquet, évidemment, soit d'accord et qu'il saisisse le juge des enfants qui, elle, va provoquer une audience et ce sera bien sûr le magistrat qui décidera de mettre en place ou pas la mesure et quelle mesure. Elle a aussi la possibilité de prendre une investigation, la juge des enfants. Voilà. Nous, on fait des propositions sur le registre judiciaire. C'est bien évidemment le magistrat qui tranche. Un dernier mot, on a vu qu'il y a pour 2024 déjà plus de 1000 informations qui vous sont parvenues. Certes, il y a une partie qui finit sans suite, mais il y en a une autre partie qui finit avec une suite. Plus d'une information par jour qui finit avec une suite. Est-ce qu'il y a eu une augmentation depuis quelques années dans ce domaine ? Au fil des années, oui, il y a une augmentation, je dirais, régulière des informations préoccupantes, puisqu'au mois d'octobre, on était déjà à 1062 ou 1063. Bon, voilà, ça augmente régulièrement. Je pense que de plus en plus de signalements sur le volet de violences intrafamiliales nous sont signalés. Voilà, les violences faites aux femmes, ont permis, enfin, le débat qu'il y a eu, les manifestations qui ont eu, ont permis de libérer la parole. Et c'est vrai que les violences conjugales, évidemment, il y a des victimes collatérales qui sont les enfants. Et on a une augmentation, notamment, de ce type d'informations, voilà, pour ces situations de violences intrafamiliales, sensiblement depuis 2022. Nous sommes le mardi 12 novembre 2024, jour de la Saint-Christian. Le ciel est peu nuageux à variable sur l'ensemble de l'île, puis il deviendra nuageux à très nuageux au milieu d'après-midi. Si la façade occidentale sera épargnée par la pluie, la façade orientale en revanche sera arrosée cet après-midi. Les averses cesseront au début de nuit prochaine. Le vent est faible et les températures ont fraîchi en ce début de semaine. 18 degrés, ce sera le maximum du côté d'Ajaccio, 17 à Bastia, à Cal, Vélize ou la 16 à Portivecchio, Bonivaggio, 15 à Vic ou 14 à Sarthe, 13 à Rugliano, 12 à Corti, Cervioni, Zicca ou 11 à Prunello di Fiumorbo et Pietralba. C'est la fin de ce journal sur Alta Frequenza. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour le flash à 10h30. Bonne mattinata et à dopo.